Hello à tous, je suis Léonore et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des personnalités inspirantes qui contribuent à faire rayonner Nantes à travers leurs projets d'entreprise, associatifs ou culturels. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter leur parcours de vie, leurs visions et leurs actions. Rayonnante, le premier podcast de Nantais pour des Nantais. Aujourd'hui, je reçois Walter Bouvet, journaliste économique de formation, fondateur du magazine pionnier Terra Eco et depuis 2018 créateur d'Openland, dont les locaux se situent sur l'île de Nantes. Openland, dont l'ambition est de contribuer à réparer la Terre, est un lieu ouvert aussi bien aux entreprises, aux artistes et aux milieux associatifs, dans lequel on va vous proposer une méthode pour faire émerger des projets innovants soucieux de leur impact environnemental et social. Dans cet épisode, Walter nous racontera le fonctionnement d'Openland, leur valeur ajoutée, mais il nous parlera aussi de son parcours, du magazine Terra Eco et de son engagement écologique. Des mots inspirants et des actes qui font du sens. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter l'épisode. Alors bonjour Walter. Bonjour Éléonore. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans tes locaux sur l'île de Nantes. Je suis ravie de te rencontrer Walter. Tu es nantais d'origine, tu as cofondé Openland. Avant d'en parler un petit peu plus en détail, je voudrais du coup que tu nous ramènes en arrière, que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours pour comprendre la personne que tu es devenue. Walter, tu es journaliste économique de formation. Il y a des centaines de spécialités différentes dans le journalisme. Pourquoi est-ce que tu as choisi celle-ci ? J'ai toujours été passionné d'économie et de creuser cette question des mécaniques qui font tourner notre monde. Je ne dis pas que notre monde n'est qu'économie, mais l'économie a une place importante et une influence importante dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et j'ai toujours eu ce sentiment que derrière le parcours de la tranche de jambon, je donne souvent cet exemple, on pouvait décrypter beaucoup de la manière dont l'économie fonctionne ou dysfonctionne. Et beaucoup de ce qu'elle est et ce qu'elle pourrait être si on la travaillait différemment. Voilà, donc ça m'anime depuis, je ne vais pas dire mon plus jeune âge. J'ai voulu être journaliste assez tôt, enfin dès l'âge le plus jeune. Quand j'ai pratiqué ce métier, pour accéder à ce métier, je me suis formé à l'économie. Il se trouve qu'ensuite j'ai voulu intégrer et marier économie et journalisme. J'ai fait ça pendant quelques années, avant très vite finalement de me prendre une grande claque lors de quelques reportages, notamment un reportage au Burkina en 1999, à l'époque où l'Erika était en train de sombrer au large des côtes bretonnes. Mais moi j'étais à Ouagadougou et je me suis dit que le journalisme tel que j'avais envie de le pratiquer dans ma carrière professionnelle, mon parcours professionnel qui démarrait, devait avoir une autre portée que simplement servir ma carrière. Voilà, je voulais que ce soit un journalisme porteur d'intérêt général, porteur d'une vision, porteur de... Alors il n'y avait pas à l'époque encore cette dimension écologique, une forte dimension sociale, économique et culturelle aussi, faire les liens entre culture, société et économie. Et puis plus tard, avec le projet de journal que j'ai cofondé, est venue la question écologique. Justement, on y reviendra. Mais au préalable, est-ce que tu pourrais nous dire pour quel titre tu as travaillé ? J'ai commencé par un peu de télévision, à LCI pas très longtemps, à France 3. D'abord dans du news, mais en fait moi j'avais envie de creuser les sujets, d'aller plutôt au long cours, donc je me destinais plutôt au documentaire à l'époque. Je suis pas allé au bout de ce projet documentaire télé parce que finalement je suis entré dans un magazine de presse écrite qui s'appelait plutôt L'Expansion pendant 2 courtes années, mais j'étais assez impatient à l'époque, je le suis encore, mais je me tempère et j'avais envie de faire du terrain, du reportage, et précisément c'est ce journal qui m'a envoyé notamment au Burkina, suite à quoi je me suis dit qu'il fallait que je change vraiment de titre et d'option. Et donc j'ai bifurqué pour un autre titre qui s'appelait Transfert, qui était en France quasiment le premier magazine à traiter de l'émergence du web et de comment le web allait impacter notre vie économique, sociale, culturelle, enfin, avec une vision un peu 360, pas que économique. C'était absolument passionnant, c'était de la presse indépendante, et de manière assez silencieuse, c'est-à-dire une graine en fait a été plantée en moi à cette époque, une double graine, celle de l'engagement éditorial et celle de l'entrepreneuriat. En fait, il y avait un peu de tout ça en moi avant, mais là c'est vraiment Transfert qui a permis de commencer à cristalliser quelque chose qui s'était passé lors de ce reportage au Burkina, où je me suis dit, bon, je vais changer de voie, je peux pas continuer, j'ai pas envie d'être dans la presse mainstream, en fait, j'ai envie d'aller explorer un peu aux marges, de chercher quelque chose d'autre. Et c'est Transfert qui a ancré ça. Et puis après Transfert, je suis revenu à Nantes, je suis revenu m'installer à Nantes, avec d'autres amis
dont beaucoup sont aujourd'hui entrepreneurs eux aussi, on s'était dit ok, on quitte Nantes, on va faire nos études et puis un bout de chemin professionnel à Paris et puis on revient avant 40 ans. D'accord. Voilà. Oui, parce que tu es nantais d'origine, Walter. Voilà, je suis ce qu'on appelle un petit beurre. Je suis né à Nantes et j'y ai vécu un certain temps. Puis je suis parti faire des études à Rennes, à Paris, mon service national aussi. Et puis j'ai commencé à travailler dans la presse nationale, dont on dit aussi que c'est une presse parisienne. C'est pas par hasard. Elle est parfois un peu trop parigo-centrée. Mais j'avais ce souhait de revenir m'ancrer à Nantes parce que je savais qu'il y avait ici une énergie très intéressante, parce que la proximité de la mer, même si, contrairement à ce qu'on fait croire aux Parisiens, c'est pas à 2 minutes. Et puis, une atmosphère de vie qui est propice à développer des projets et à vivre de manière plus douce aussi qu'à Paris. Et tu es revenu à Nantes en quelle année, du coup ? J'ai reposé mes valises ici autour de l'année 2000, entre 2001 et 2003. Ça s'est fait en 2 phases et de façon claire et nette à partir de 2003. D'accord. Et c'est à ce moment-là que tu as fondé du coup la revue Terra Eco ? Alors Terra Eco, ouais, c'est un magazine, journal et magazine online et papier qui a été fondé au tournant de l'été 2003 et qu'on a vraiment lancé début 2004. Et effectivement, c'est en préparant Terra Eco, enfin la naissance de ce qui allait devenir Terra Eco, que je me suis réinstallé à Nantes. Mais c'était un journal bicéphale. On avait notre siège à Nantes, une partie de la rédaction parisienne. Donc je dirais que les 2 tiers de l'équipe étaient nantais et 1 tiers étaient parisiens. D'accord, ok. Et quelle était du coup ta ligne éditoriale avec ce magazine ? Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu ? Le projet initial, c'était d'abord il y avait un enjeu de vulgariser la question économique, premier point, et deuxième point, de raccrocher la question économique aux questions d'intérêt général. Et donc, pas juste sous l'angle business et entrepreneurial, mais vraiment en disant comment c'est un outil, l'économie, au service de l'emploi, bien sûr, mais aussi au service de notre culture, au service de ce qu'on appelle l'environnement. Je dis plus environnement maintenant, mais quand même, la question environnementale. Et puis, petit à petit, la question du climat, la question de la biodiversité, tu vois, ont émergé progressivement et ont fini par prendre beaucoup de place dans la ligne éditoriale du journal, qui a évolué sur une ligne double, avec un enjeu qui était vraiment de sensibiliser et d'alerter sur les grandes questions, et notamment la question du climat, voilà, qui aujourd'hui, ça y est, ça parle à peu près à tout le monde. Ouais, mais là, on était en 2003. Là, on était en 2003-2004. Je peux te dire que quand tu parlais du GIEC, cette instance internationale qui fait ces fameux rapports, quand on parlait de ppm, parties par million sur la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, quand on parlait de décarboner l'économie, quand on parlait de bilan carbone, des choses qui parlent aujourd'hui aux entrepreneurs, enfin normalement à peu près, même si parfois ils ont encore un peu du mal, eh bien à l'époque on était vraiment en plein désert, quoi. C'était dur. Mais bon, on a fait ce qu'on avait à faire, et puis avec d'autres, on était très nombreux dans la presse et dans d'autres secteurs, et notamment les scientifiques, à faire ce travail de vulgarisation et de sensibilisation. Il y a eu le documentaire d'Al Gore aussi qui a joué un rôle important. Et deuxième élément très important de notre ligne éditoriale, c'était les initiatives, qu'elles soient citoyennes, territoriales, entrepreneuriales. Terra Eco était le premier journal à parler de Veja, à parler de Fairphone, à parler de Back Market, à parler de La Ruche qui dit oui, et d'autres. Et pas que des entrepreneurs qui ont émergé depuis, qui ont grandi, comme Blablacar. On rencontrait régulièrement Frédéric Mazzella sur des salons. Il faisait covoiturage.fr. Il ramait pas, il pagayait à l'époque. Et c'est devenu l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc c'était notre rôle que de défricher tout ça et de s'imprégner de cette culture. Et moi, à titre personnel, je suis resté évidemment très sensible à la culture scientifique qui manque, je trouve, aux entrepreneurs, c'est de prendre ce temps, de s'arrêter 5 minutes pour bien comprendre de quoi on est en train de parler. Parce qu'on est en train de parler des conditions, non pas de vie, mais de survie sur Terre. Donc la première sphère d'influence, je dirais, de Terra Eco, c'était ça, c'était l'alerte scientifique, en disant, attention, c'est pas juste un truc pour embêter le monde, c'est quelque chose qui est fondamental, en fait, qu'on doit intégrer au cœur de notre réflexion et de nos pratiques. Et la deuxième chose, c'était les entrepreneurs et porteurs d'initiatives. Et aujourd'hui, et depuis que Terra Eco a stoppé son activité en 2016, ce que moi j'ai décidé pour ma vie personnelle et modeste, c'est ce chemin d'un entrepreneuriat enthousiaste qui défriche et qui démontre
qu'on peut réconcilier économie et écologie, inspiré de tous ces noms et bien d'autres que j'ai cités, comme Veja, Fairphone, La Ruche qui dit oui et tant d'autres, toutes ces personnes qu'on côtoie régulièrement et dont les méthodos aujourd'hui, enfin plutôt dans les aventures, parce que ça a été des aventures, ils ont exploré. Et on a, nous aussi, avec Terra Eco, exploré avec eux. On était une entreprise, il y avait 20 salariés, Terra Eco. Donc c'était ce qu'on appelle un social business. Donc tout ce qu'on a exploré et tout ce qu'on a découvert comme outils et méthodologies, avec l'équipe Openland aujourd'hui qui a fait son propre parcours professionnel et entrepreneurial et qui a apporté également ses méthodos, on essaie de synthétiser tout ça au cœur d'Openland. Tu disais que la revue, du coup, avait été arrêtée en 2016. 2016, ouais. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, du coup, quand finalement tu as dû abandonner ce projet ? Pour être très simple, pour le sentiment dominant, moi, c'était de la libération, parce qu'en fait, on avait, je trouvais, dans l'état où il était, mené le projet au bout de ce qu'il pouvait être. Ce que j'aurais apprécié et ce qu'on a essayé de faire, c'était de l'adosser à un grand groupe. On avait 2 touches intéressantes avec le groupe Le Monde et avec le groupe Bayard, mais pour le coup, on était clairement sur ces sujets un peu en avance de phase en 2016. Ça a beaucoup changé en 2018. L'été 2018 a été le point de basculement et évidemment le Covid, la crise et le confinement ont fini de faire une partie du travail. Mais à l'époque, on était un tout petit peu en avance, quoi. Il nous a manqué, je pense, 1 ou 2 ans. Moi, j'en aurais aucun regret parce que je considère que c'est un parcours de vie, en fait, qu'on a appris beaucoup de choses et que ça a permis de faire émerger un autre projet. Voilà, à titre perso, sur mon parcours de vie, ça n'est qu'une continuation. À l'époque, comme on sentait qu'il y avait une forme de plafond de verre qui était en train de se fissurer, mais qui était encore là et très présent, sincèrement, moi je me suis dit, c'est sans regret, quoi. On a fait le job, c'était une belle aventure, ça a duré 13 ans. On a créé des emplois, on a levé des fonds, on a développé un modèle économique, on a inspiré d'autres titres, on a inspiré des salariés et des entrepreneurs qui nous l'ont dit à l'époque ou qui nous l'ont dit depuis. Donc Terra Eco, donc ça a arrêté en 2016, mais pour autant tu as poursuivi ta réflexion et ton combat en cofondant Openland, donc une fabrique de projets révolutionnaires. Alors qu'est-ce que c'est justement Openland ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail ? Oui, Openland, c'est d'abord, je vais reprendre les 3 cercles d'or. C'est d'abord un why, c'est pourquoi on est là. La mission à laquelle on veut contribuer, nous on l'appelle réparer la Terre. Concrètement, ça signifie réconcilier économie et écologie et démontrer par les faits, en le faisant, pas juste en le disant, mais en le faisant et en le construisant, qu'une économie peut être à terme régénérative. C'est-à-dire que l'économie, elle peut régénérer les écosystèmes, elle peut lutter contre le changement climatique, les dérèglements climatiques, elle peut restaurer la biodiversité, elle peut préserver de moins en moins de ressources naturelles et fonctionner en économie circulaire, elle peut créer de l'emploi, elle peut faire du lien social et surtout, cette économie régénérative, elle peut donner un sens à notre vie qui démultiplie nos capacités à faire en tant qu'entrepreneur, mais dans nos équipes, sur un territoire. Quand on trouve l'alignement entre le job qu'on sait faire, par exemple entrepreneur, et la quête, la mission, le sens qu'on donne à notre vie professionnelle, ça n'a rien à voir. On est 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois plus efficace, 10 fois plus inspirant. Et on emmène et on peut vraiment soulever des montagnes. Et si en plus on le fait en collaboratif, c'est mieux. Donc le why, c'est ça, c'est réparer la Terre et faire émerger très concrètement une économie régénérative à laquelle on donne plein de noms, transition écologique, économie positive. Enfin voilà, il y a plein de noms qui l'ont été donnés. Impact social et environnemental, impact positif. Nous, c'est réparer la Terre. Voilà, ça veut dire ça. Comment on le fait ? On le fait en ne nous adressant qu'à la sphère professionnelle. Le prisme d'Openland, c'est la sphère professionnelle. On ne travaille pas la dimension citoyenne et familiale, on ne dit pas que c'est pas important, on dit que d'autres le font. Voilà. Donc c'est fait, le job est fait, c'est pas notre job. Et on peut, évidemment, une personne qui travaille, c'est aussi une personne citoyenne, c'est aussi un parent, homme, femme, bon, voilà. Donc on sait bien qu'on ne va pas couper les gens en rondelles. Pour autant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous dire, si dans vos 8 heures d'activité professionnelle, au moins 8, je parle aux entrepreneurs, quotidiennes, si dans ces 8 heures, en le sachant ou sans le savoir, vous servez les énergies fossiles, je vais être caricatural, pardon, il n'y a pas de jugement dedans, mais vous servez les énergies fossiles, et que le soir ou le week-end,
vous faites un compost ou vous initiez à la permaculture, il y a une forme de non-sens. Il y a un manque de cohérence. Parce que l'énergie que vous mettez dans votre projet personnel et familial, c'est 1, et l'énergie que vous mettez dans votre projet professionnel, c'est 9. Et donc la transition, elle est à 1 contre 9 sur 10. Ça ne va pas. Nous, notre projet, c'est de renverser les énergies. En disant, le métier d'un entrepreneur, c'est avant toute chose de relever des défis. Enfin, au quotidien, on passe notre temps à relever des défis, petits, moyens ou grands, des petits défis qui font des moyens, qui font des grands. Si on accepte comme entrepreneur de prendre un temps pour comprendre les enjeux, pas aller trop vite, parce que on se connaît entre entrepreneurs, pas aller trop vite, pas démarrer au quart de tour, juste dire ok, je veux qu'on m'explique le climat, je veux qu'on m'explique les énergies, la biodiversité, tout ça, je veux comprendre quel est mon lien avec tout ça. Les gens ne sont pas idiots, ils ont envie de savoir. Et ensuite, à partir de ça, je vais pouvoir faire les transformations qui me permettent effectivement de participer à cette économie régénérative. Alors oui, je suis là. Voilà. Donc nous, c'est la sphère professionnelle. Évidemment, là, on parle à des entrepreneurs aujourd'hui, mais on s'adresse aussi à des salariés, et à des équipes, et à des territoires. Voilà. Donc ça, c'est notre univers. Et du coup, je te coupe, excuse-moi, mais pour bien comprendre, donc vous vous adressez donc à des entrepreneurs qui créent leurs projets, et également à des entrepreneurs qui ont déjà créé leur projet ? Absolument. Soit on aide à créer, et on accompagne dans la création, soit on aide à transformer l'existant. Parce que ce qui va avoir de l'impact aussi, c'est ce qui existe déjà. C'est qu'on passe de 9 à 1, pour reprendre mon schéma sur les énergies fossiles versus l'économie régénérative et positive. Et passer de 1 à 9, ça demande beaucoup de transformation. Donc si je récapitule, le why, c'est réparer la Terre, l'économie régénérative. Le comment, c'est en s'adressant à la sphère professionnelle uniquement, et là entrepreneuriale en particulier. Et le quoi, Openland, c'est un écosystème, avec un lieu où on est aujourd'hui, un bâtiment de 350 mètres carrés qui est ouvert au public professionnel au cœur de l'île de Nantes et qui vient d'être ouvert, même si on ne l'a pas officiellement inauguré because Covid, mais il est ouvert et il fonctionne. C'est un lieu, c'est une communauté de professionnels. Donc, il y a des designers, il y a des développeurs informatiques, il y a des gens qui font de la comptabilité, des gens qui font de la finance, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui font du maraîchage, il y a des gens qui sont experts en économie régénérative. Enfin, il y a tout ça dans notre écosystème. Il y a des gens spécialisés de la com. Et cette communauté professionnelle est là pour pousser cette transition au cœur des entreprises et des organisations. Et enfin, on a créé un programme qui s'appelle le Parcours Openland, qui est un programme de transformation par étapes en fonction du niveau de maturité de nos interlocuteurs, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de maturité sur ces sujets. Certains en sont encore au stade de la sensibilisation ou de la mobilisation des équipes. D'autres ont des besoins en formation, montée en compétences et autres. Enfin, d'autres en sont déjà au stade projet. Ils ont fait tout ce travail, ils sont sensibilisés, ils sont formés, et ils ont des enjeux. Et maintenant, d'en faire des projets qui soient viables économiquement, notamment. Donc, créer des produits ou des services, transformer une entreprise ou une organisation. Voilà. Et donc ça, c'est la phase ultime de transformation écologique. Elle est ultime, mais en fait, c'est souvent le début. Parce que c'est là qu'on commence à entrer dans le dur. Et la transformation écologique, c'est quelque chose qui va se faire sur au moins une génération. D'accord. Et donc, du coup, si je comprends bien, donc vous leur proposez une méthode. Voilà, on leur propose des méthodes, de l'accompagnement, des formations et des outils qu'on a designés. Et qui s'adaptent à eux, leurs problématiques, Tout à fait. Leurs objectifs, oui. Voilà. Et s'ils ont envie de faire partie de ce que nous, on considère être un mouvement de cette économie régénérative, encore une fois, eh bien, welcome pour qu'on travaille ensemble et qu'on regarde ensemble comment on peut le faire. Et évidemment, et avec les plus passionnés d'entre eux, non seulement on va les aider à se transformer, mais là où c'est génial, c'est que certains nous disent « Ok, on a commencé à travailler ensemble, maintenant, est-ce que moi je peux vous aider à faire grandir encore Openland ? Parce que cette mission d'Openland, j'ai envie qu'elle porte, donc moi aussi j'ai envie de vous aider. » D'accord. Voilà. Ok, très clair. Et concrètement, du coup, comment est-ce qu'on vous contacte ? On est très facile à contacter. On a un site openland.co, sur lequel il y a des formulaires de contact. Voilà. Vous pouvez même prendre rendez-vous directement avec l'équipe. Enfin, nous, nos agendas sont ouverts, ils sont en ligne. Vous pouvez y aller. On a une adresse mail bonjour@openland.co, qui est lue quotidiennement et donc qui ensuite est redistribuée sur l'ensemble de l'équipe. Et puis via nos réseaux sociaux.
via nos réseaux sociaux, via la page LinkedIn d'Openland. Ça peut être via ma page aussi. Enfin, voilà. Nous, de toute manière, notre métier, c'est d'être en contact avec notre écosystème. Donc, bienvenue. Ok. Et si je reviens justement à l'origine du projet, est-ce que tu pourrais nous raconter comment est née cette idée ? Oui. L'idée est née en plusieurs phases. Une première phase dans laquelle j'ai été sollicité par un entrepreneur nantais qui détient un grand domaine à Vigneux-de-Bretagne, le domaine de Landroan, et qui cherchait de nouvelles destinations à ce domaine. Voilà, donc il y avait des idées autour des transitions qui avaient du mal à aboutir, ces idées. Et donc, j'ai travaillé un petit peu avec lui à voir dans quelle direction on pouvait aller. Puis au bout d'un certain temps, je lui ai dit, écoute, moi j'ai un projet autour de ça, de ces transitions, qui est tourné vers les entrepreneurs. Je suis prêt à le porter si c'est bien un projet indépendant. Voilà. Donc on est partenaire, mais indépendant. Et je veux bien tenter. Et voilà, et on va essayer de l'ancrer sur ce domaine. Et en tout cas, d'avancer ensemble. Voilà. Donc ça, c'était sur le domaine de l'Andran avec un entrepreneur qui s'appelle Bernard Brémond. Et puis, on a fait ça du printemps 2018 à la fin 2019. Et très tôt dans le projet, on avait convenu du fait qu'il fallait aussi ancrer le projet dans un lieu urbain pour lui donner tout simplement de la notoriété, de la puissance, parce que la communauté professionnelle qui nous environne, elle veut être au contact avec nous au quotidien. Il faut que ce soit plus pratique. Et donc, le besoin de s'installer ici à Nantes, sur l'île de Nantes où nous sommes aujourd'hui, a émergé. Et finalement, à un moment, on s'est dit, bon voilà, on fait l'un ou l'autre, mais on ne va pas faire les deux. Donc, on a choisi de se focaliser sur le développement de ce lieu nantais, de notre communauté nantaise et de notre programme de transformation des entrepreneurs de Nantes, de Loire-Atlantique et au-delà, évidemment. On n'opère pas seulement ici à Nantes, mais quand même de nous focaliser sur cet ancrage nantais. Et on conserve avec, et pour le coup, on a développé des partenariats avec d'autres domaines autour de Nantes. Quand on a une dimension événementielle, ça peut arriver, on a besoin d'organiser un événement, une formation, qu'on a besoin d'être ouvert. Voilà. En tout cas, quand les conditions sanitaires le permettent, eh bien, on peut le faire soit chez nous, puisqu'on a une capacité d'accueil ici de 50 à 80 personnes, soit à l'extérieur, dans d'autres domaines autour de Nantes. Mais désormais, notre ancrage, il est urbain et il est à Nantes. Depuis septembre, c'est ça ? Depuis mi-septembre 2020, donc c'est tout neuf. On a profité du premier confinement et de l'été pour investir ce bâtiment où nous sommes, le rénover en économie circulaire, donc 95% de réemploi, avec des meubles dont on peut juger de la qualité et de l'esthétique. On a fait de notre mieux. Ouais. J'ai eu la chance de faire un petit tour des bureaux. J'espère que ça te plaît. Et avec des histoires, voilà, on a d'anciens podiums de défilés de mode qui ont été redesignés en table pour nos coworkers, parce qu'il y a aussi un espace de coworking qui est ouvert depuis mi-septembre. Une salle de réunion, de créativité. Enfin voilà, c'est tout un outil qui est mis à disposition de notre communauté, des professionnels et des entreprises qui s'intéressent à ces sujets. Sur la question de la transition écologique auprès des entrepreneurs, on a vraiment ici un point névralgique au cœur de Nantes. D'accord, très intéressant. Comment est-ce que vous faites connaître votre activité justement auprès de l'écosystème entrepreneurial nantais ? On l'a fait connaître déjà depuis un certain temps en organisant des événements qui permettent de se connecter et de bien poser nos sujets. On le fait connaître parce qu'on explique pas mal de choses sur nos réseaux sociaux. Enfin, on a une approche de communication éditoriale assez poussée, même si elle va encore se développer sur le web et nos réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent de là. Et puis on a un bouche à oreille qui est assez fort depuis longtemps déjà. Et on a eu aussi pas mal de retombées médiatiques depuis la création du projet. Voilà. Puis on a des partenaires, on a des clients, on a tout notre écosystème qui fonctionne avec nous. Ça commence à faire un peu de monde et qui parle de nous, qui nous renvoie des petits camarades de jeu, qui nous présente à d'autres entrepreneurs et ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc le travail se fait progressivement. D'accord.
Et ce nom, Openland, quelle est l'histoire en fait derrière ce nom? Comment est-ce que vous l'avez pensé? Parce que vous êtes plusieurs à l'origine du projet. On est 4 cofondateurs, avec Pascal Le Guiffan qui vient du groupe Suez et qui a travaillé sur l'accès à l'eau de 14 millions de personnes dans le monde, notamment dans des bidonvilles, au sein d'un programme Eau pour tous. Voilà, c'était son objectif. Donc connecter ces 14 millions de personnes. On a Marine Laurent qui a travaillé pour une agence parisienne qui s'appelle Signoco, qui exploite la recyclerie et la cité fertile à Paris, notamment, entre autres. Elle a travaillé chez Signoco, notamment dans l'exploitation de tiers-lieux et de lieux culturels et événementiels, Marine donc. Et puis Sylvain Moget qui, entre autres choses, a travaillé dans l'innovation numérique et à la direction générale d'une entreprise nantaise qui s'appelle EP, entreprise de la PropTech. Voilà. Et avec d'autres autour de nous, on a cofondé et on développe Openland aujourd'hui. Et le nom, Openland, Land, c'est clairement une référence à la biodiversité et à la lande bretonne. Et Open, parce qu'on croit beaucoup à l'open source. Pour que ce soit du coup un peu plus parlant, est-ce que tu pourrais nous raconter un projet que vous avez accompagné, comment vous l'avez accompagné et concrètement ce que vous avez fait avec et pour eux? On travaille, je peux citer plusieurs projets. On travaille, alors dans les beaux projets qu'on a accompagnés, il y a un projet entrepreneurial qui s'appelle Mini Big Forest. C'est une entreprise sociale qui a créé un concept de mini-forêt urbaine participative et qui développe actuellement 7 projets de mini-forêt urbaine. Donc Mini Big Forest travaille avec des particuliers, avec des entreprises et avec des collectivités, notamment dans ce grand enjeu qui émerge là depuis quelques mois et quelques années, qui est de la revégétalisation des villes. Et donc, il y a besoin de solutions. Et bien, Mini Big Forest apporte une solution extrêmement efficace, scientifiquement rigoureuse, avec une démarche apprenante, mais assez, soucieuse de ses impacts écologiques effectifs. Et donc, Mini Big Forest peut planter des mini-forêts urbaines à partir de 6 places de parking, donc c'est 100 mètres carrés. Encore une fois, chez un particulier, si vous êtes entrepreneur et que vous avez des espaces verts, vous pouvez leur faire appel. Ou parfois, au lieu de faire un rond-point ou de faire un bout de bitume, on peut avoir envie, pour une collectivité, de revégétaliser. Et même chose, on a besoin de solutions. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas tant de solutions que ça. Il s'inspire d'une méthode japonaise qui s'appelle Miyawaki, qui a été inventée par un ingénieur de Toyota. Et c'est une solution très prometteuse. Et je pense que eux et d'autres, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui interviennent sur ce champ d'activité, ont littéralement un boulevard devant eux en termes de création d'activité et création d'emplois. Donc ça, c'est Mini Big Forest. On les a aidés au sein de la Fabrique, qui est notre programme de pré-incubation de projets. Donc là, c'est vraiment la version jeunes entrepreneurs. On travaille avec la Fraiseraie, qui est une entreprise du territoire, bien connue de la plupart des habitants, donc qui travaille à son nouveau projet d'entreprise, nouveau concept, autour de son lien avec le vivant, parce que les fraises, voilà, ça vient de la terre. Et donc, avec l'équipe d'Alain Tête-Doigt, on travaille sur l'empreinte aujourd'hui écologique, économique et sociale du projet actuel et la manière dont on va le transformer pour que demain, il s'inscrive dans un impact positif. Voilà. Donc, ce travail est en cours actuellement et on en a pour un certain temps. Ce que j'allais demander justement, combien de temps ça vous prend justement de travailler sur ce genre de problématique? Selon ce qu'on nous demande, on a un outil qui s'appelle la Catalyse, qui est un outil qui permet aux entreprises de sensibiliser et mobiliser très vite les collaborateurs. Ça, c'est une rencontre de 2 heures. Voilà. En 2 heures, on a fait une partie du job. Et on va l'adapter. C'est une rencontre un peu électrique. Ça met vraiment beaucoup à la fois de questionnement et beaucoup d'enthousiasme et de mobilisation au sein des équipes. Ça marche très très bien. On a sensibilisé ou mobilisé près de 7600 personnes en 2 ans avec ce format à la Catalyse. Et donc ça, c'est 2 heures. Après, on a des outils de formation. Ça peut être des formations très classiques. Quand je dis classique, le sujet est un peu nouveau, mais en tout cas, nous, on a des outils qui tournent bien désormais sur l'économie circulaire, sur l'économie à impact, sur le carbone, le CO2, le climat. Voilà, il y a un enjeu très fort autour du climat aujourd'hui dont les entreprises s'emparent. Donc ça, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Ça peut aller de une journée à plusieurs jours s'il y a plus de complexité dans l'enjeu de formation. Ça peut prendre d'ailleurs la forme d'un séminaire également, séminaire d'équipe, mobiliser une équipe autour d'un sujet particulier.
Là, encore une fois, comme le carbone, comme l'économie circulaire, comme les nouveaux modèles économiques. Et puis ensuite, l'accompagnement plus poussé sur le modèle d'impact de l'entreprise. Là, on va parler produits, services, on va parler chaîne de valeur, on va faire un diagnostic rapide de la chaîne de valeur de l'entreprise. Bon, ça doit être un diagnostic rapide, il faut quand même s'asseoir un moment, écouter les équipes, les entendre sur la manière dont elles fonctionnent, les aider à comprendre où sont les enjeux, qu'elles voient ou qu'elles ne voient pas aujourd'hui, et comment il faut qu'elles se transforment pour faire partie du monde de demain, tout simplement. D'accord. Et alors, je vais tirer un peu le trait. Vous parlez de réparer la Terre. Oui. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de réparer la Terre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que si on prend la question du climat et la question des ressources et de la biodiversité, c'est 3 sujets différents mais qui sont assez fondamentaux. Le climat, c'est quoi ? C'est on émet trop de CO2 parce qu'on consomme des énergies fossiles. La réponse, c'est quoi ? C'est on va décarboner notre chaîne de production et de consommation. Voilà, donc la chaîne de valeur des entreprises. Sur le papier, une fois qu'on a posé l'intention, c'est assez facile d'avoir très très vite des résultats et de baisser de 30 à 40% l'impact carbone de sa chaîne de valeur. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit. Mais, arrivé à un certain stade, on va buter contre des freins techniques, contre des freins organisationnels, donc là qui ont à voir avec la manière dont on est structuré, et les équipes, des freins qui ont à voir avec les compétences, ou des freins de marché, tout simplement. Voilà, le marché n'est pas là, ou il n'y a pas les financements, ou il n'y a pas les innovations. Même si nous, on pense que l'innovation technique, elle est importante, mais c'est très culturel en fait. C'est beaucoup des questions de comportement. Et c'est le rôle aussi des entreprises de réenchanter ou de donner un côté sexy à des nouveaux comportements. Par exemple, l'économie circulaire, c'est très simple. Vous prenez Back Market qui a un petit lien aussi avec Nantes, même s'il est ténu. Back Market, voilà, cette plateforme sur laquelle on peut acheter un téléphone portable d'occasion, garanti. Si ça ne marche pas, on le renvoie. Donc voilà, donc on est sécurisé. Bon, moi, mes téléphones, je les achète sur Back Market, point barre. Il n'y a plus d'autres alternatives. Ça fonctionne très bien. Bon, Back Market, eux, ils ont intégré cette question de l'économie circulaire dans leur modèle d'affaires. Donc ça marche, c'est intéressant. Donc la question de la ressource, climat, ressources et biodiversité, le lien est plus difficile à faire avec les entreprises. En gros, c'est l'idée qu'on a une empreinte qui a un impact sur le vivant, sur les animaux, sur les plantes, sur l'état des rivières, sur l'état des sols. Et que si on ne fait pas attention à tout ça, demain, c'est les conditions mêmes de notre atmosphère, de la qualité des eaux, de notre capacité à générer de l'agriculture, qui vont être sapées. Sur la question de la biodiversité, la situation n'est pas bonne du tout, mais je dirais qu'on a un peu plus de temps. Sur la question du climat, il y a urgence, et sur la question des ressources, économie circulaire, c'est même pas qu'il y a urgence, c'est qu'en fait, on sait faire. Donc la question, c'est pourquoi on ne ferait pas. Maintenant, je reviens à ta question, est-ce que tout ça va être à l'échelle des enjeux ? Je ne suis pas certain, parce que d'abord, aujourd'hui, on est très très loin du compte. Les accords de Paris sur le climat disent qu'on doit contenir le réchauffement planétaire dans une limite de 2 degrés depuis l'ère industrielle. Ça veut dire que depuis 1850 jusqu'à 2050 ou 2100, il faut qu'on crée les conditions pour que l'atmosphère terrestre ne dépasse pas 2 degrés. Elle est déjà à 1,1 au moment où on parle. Donc elle a déjà fait une sacrée partie du chemin. En plus, le climat, il y a un retard de 30 à 40 ans entre les gaz à effet de serre quand on les émet et les résultats qu'on voit. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat de ce qu'on a fait dans les années 80. Même si on arrête aujourd'hui, il va y avoir de l'inertie dans le climat. Et on sait que dans une génération, en gros quand nos enfants seront entre guillemets au pouvoir, il y a des choses qui vont être très compliquées. Donc la question, c'est à la fois de tout faire, je reviens à ta question, pour relever le défi, c'est-à-dire ne pas capituler, à mon sens, et vraiment mettre un coup de collier sur la décarbonation de l'économie et sur l'économie circulaire. Vraiment. Et si on veut être raisonnable, en même temps, et c'est là que c'est compliqué, on doit faire les deux, se dire comment on va s'adapter. Parce que la montée des eaux, c'est inexorable. Ici, on est dans une ville qui est traversée par un grand fleuve, et on va voir 2 choses, probablement. On va voir des intempéries qui vont générer peut-être des phénomènes extrêmes de type tempête, montée des eaux, submersion des terres habitées, voilà, de façon épisodique ou chronique. Et ça, je parle de dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être 30 ans. Première chose. Et deuxième chose, en période plus estivale, des risques, et on le voit déjà, où la Loire n'est plus qu'un filet d'eau. Et qu'est-ce que ça implique derrière ?
pour un fleuve qui est l'approvisionnement en eau potable d'une ville? Qu'est-ce que ça implique pour des activités industrielles qui dépendent de l'eau? Qu'est-ce que ça implique pour l'urbanisme de la ville? Pour tous les professionnels qui travaillent à l'urbanisme, pour les aménageurs, pour les promoteurs immobiliers. Tu vois, comment on pense tout ça? Pas en mode panique, en disant « Oh là, c'est catastrophique », ou au contraire en mode déni, comme c'est catastrophique, j'ai pas envie d'y croire, donc je regarde pas. Mais plutôt en mode prospectif, en disant « Ok, c'est quoi les scénarios écologiques sur notre territoire dans 20 ans, dans 30 ans? Les meilleurs scénarios comme les pires. Au moins, on voit tout. » C'est ce que fait le GIEC pour le climat. Ok, à partir de ça, comment on va adapter le territoire pour que tout simplement on ait la joie de vivre, des beaux projets, que nos enfants aient une vie sympathique, qu'on continue à faire la fête, voilà, qu'on continue avec l'enthousiasme. Peut-être que l'habitat sera moins proche des rives. Peut-être qu'il sera plus sur pilotis. Peut-être que nos bâtiments, au lieu d'être un enchevêtrement de câbles, de parpaings, de tout ce qu'on veut, vont être pensés comme des banques de matériaux. Quand je construis un immeuble, je le pense comme une banque de matériaux. C'est-à-dire que chaque matériau est dissociable des autres, facilement, démontable. Comme ça, le bâtiment, il pourra être monté, démonté, remonté, et ainsi de suite pendant toute sa vie. Et donc on le pense en disant, comment je fais pour qu'en fonction de l'évolution du design et des besoins de la ville demain, mes enfants puissent, et les architectes de demain, si mes enfants sont architectes, puissent repenser le bâtiment sans avoir à réextraire de la terre, mais en prenant ce qui existe déjà, tu vois, dans les matériaux qui sont... Donc, quand on commence à ouvrir ce champ de l'économie qui régénère et qu'on pense tout de manière circulaire, ça veut dire qu'on va créer de manière circulaire. On ne va pas juste adapter l'existant. Et il y a une très belle image d'une grosse entreprise qui s'appelle Interface, qui aujourd'hui est en train de penser des usines qui fonctionnent comme des forêts. Leur métier, c'est de faire des dalles de moquette, mais ils se sont donné comme objectif que les usines rendent davantage à la nature, sur le plan du carbone, sur le plan de l'eau, sur le plan de la végétation, tout ça, qu'elle ne lui prend. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on emprunte beaucoup à la nature et on ne lui rend pas beaucoup. Si c'était une banque, on se ferait taper sur les doigts. Et bien là, Interface dit, en fait, on va, de la même façon qu'on a bien géré nos finances avec notre banque, on va bien gérer les ressources naturelles avec la banque nature, et donc, on va imaginer une usine qui fonctionne comme une forêt. Ils sont en train de bosser dessus, là. C'est une multinationale, hein. Il y a des budgets de R&D et tout. Le jour où nous allons penser l'économie comme une forêt, tout va changer. On ne cherchera plus dans la même direction, on fera de la R&D, on travaillera pour une économie qui a beaucoup de sens, et une économie qui répare, et donc qui répare la Terre. Je ne sais pas si on va y arriver. Ce que je sais, c'est que c'est le projet le plus enthousiasmant que j'ai jamais vu. Et quand on est entrepreneur, on a du talent pour entreprendre. Et moi, mon rêve, c'est que les entrepreneurs qui nous écoutent disent « Mais ok, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, ou c'est à ça qu'il faut qu'on contribue à côté de ce qu'on fait si on n'a pas le temps ou si on ne peut pas tout de suite tout changer dans son business. » C'est penser notre business comme une forêt, penser des usines comme une forêt, penser des villes comme une forêt. Voilà, penser l'activité économique comme une forêt, et on va faire émerger des trucs pas croyables. Super, c'est très intéressant comme discours et très inspirant. Je me disais peut-être que l'un des enjeux est aussi un enjeu de pédagogie, un enjeu d'accompagnement. Est-ce qu'à ce titre, toi, tu as en tête un film, un documentaire, un livre que tu pourrais justement conseiller aux auditeurs et qui servirait cet objectif ? Comme on parle à un public d'entrepreneurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à découvrir le livre d'Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, qui est un papy, hein, je crois qu'il a plus de 80 piges maintenant. Yvon Chouinard a fondé Patagonia, qui est une boîte très souvent citée parce que, je donne un seul exemple, aujourd'hui vous achetez une veste Patagonia, vous recevez un bon avec cette veste, et on vous dit cette veste est garantie 100 ans. Je ne connais pas beaucoup de boîtes qui vont à ce point sur ce qu'on appelle l'économie circulaire. Si votre veste est endommagée, vous la renvoyez, il la répare, il vous la renvoie gratuitement. Et s'ils ne peuvent pas la réparer, ils la déconstruisent pour récupérer la matière et la remettre dans leur cycle de production. C'est une boîte familiale qui est hyper rentable et qui continue de se développer et qui en plus est très inspirante et qui inspire des générations entières d'entrepreneurs. Donc ce livre d'Yvon Chouinard, je crois que c'est, j'ai le titre en anglais, je suis désolé, c'est Let My People Go Surfing.
laissez laissez-les aller surfer, enfin laissez mes équipes aller surfer, je sais plus quelle est la traduction française. Enfin, Yvon Chouinard, Patagonia, vous trouverez. Je le mettrai en commentaire de l'épisode. Lisez ce livre, c'est hyper inspirant. Et je vous ai parlé d'Interface, Ray Anderson. C'est un livre qui est un peu difficile à trouver, il n'existe qu'en anglais. Chouinard a été traduit, mais pas Anderson. Son livre s'appelle Les confessions d'un industriel radical. Et c'est ce truc, je sais pas comment vous dire que son témoignage nous saisit physiquement en fait. Et quand on sort de cette lecture, on se dit mais en fait il n'y a pas d'autre façon d'entreprendre possible. Elle est hyper inspirante et c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et puis ensuite, des sources d'inspiration, il y en a beaucoup. Il y a aussi des clubs. Moi j'ai été administrateur du club 1% pour la planète en France, d'ailleurs qui a été cofondé 1% pour la planète par Yvon Chouinard. Et donc ce sont des entreprises françaises qui ont décidé spontanément de donner 1% de leur chiffre d'affaires à des causes environnementales. Voilà. Donc c'est une bonne source d'inspiration, le 1% pour la planète. Et puis après, nous-mêmes, nous sommes inscrits dans plein de réseaux dont on peut vous parler. Il y a aussi à Nantes les dirigeants responsables de l'Ouest. On fait des choses avec la cantine numérique. On fait des choses avec les écosolis. On fait des choses avec le Palace à Nantes. J'espère n'oublier personne, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent. Il faut travailler en écosystème, en fait. Voilà. Et puis venez nous voir. Enfin, on a plein de conseils et d'idées à vous donner. On peut vous inspirer. On a plein d'histoires à vous raconter. Très intéressant. Et si on revient justement à Openland, quelle est ta vision pour Openland? Où tu veux emmener ce projet? Alors, c'est pas que c'est nous. Ce qu'on souhaite faire avec Openland, c'est déjà ancrer ici, continuer d'ancrer. Le projet est bien ancré, bien suivi ici à Nantes. L'ancrer dans ce territoire. Donc bienvenue à vous ici dès que vous le voulez pour venir nous voir dans ce lieu qui est ouvert au public et notamment aux professionnels et aux entrepreneurs. On veut le faire collectivement. C'est pas notre projet. C'est un projet que nous avons monté en mettant nos tripes sur la table et avec nos petits bras, jusqu'à présent sans subvention, je tiens à le dire. Je dis pas qu'on n'ira jamais en chercher, mais sans subvention, parce qu'on tenait à montrer qu'il y avait aussi un modèle économique qui est mixte, d'ailleurs, associatif et entreprise sociale. Donc déjà, l'ancrer et l'ancrer collectivement, très important. Créer autour de nous un collectif d'entrepreneurs, pas que nous. Ensuite, à partir du moment où ça marche, pousser le bouchon le plus loin possible sur l'économie régénérative. Vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Et donc ça, le faire ensemble. Et enfin, ou parallèlement à ça, parce qu'on est sollicité sur d'autres territoires, pourquoi pas faire essaimer le projet, le concept, dans d'autres territoires français, puis peut-être même ailleurs. Ça, on verra avec le temps, mais voilà, la big picture, c'est ça. Et tu parlais de Nantes, justement. En quoi est-ce que Nantes est une ville accueillante pour ce type de projet? Je pense que Nantes est une ville accueillante parce qu'il règne ici une atmosphère, je dirais, humaniste, d'abord, quelles que soient les sphères d'activité, qu'elles soient associatives, liées à l'ESS, liées à l'entrepreneuriat, qu'elles soient... voilà. Il y a un esprit de collaboration. Bon, on sait que dans le monde de l'entreprise, il y a aussi de la compète. On n'est pas des lapins de 6 semaines. Mais il y a quand même un vrai souci de collaborer sur le territoire. Il y a un territoire qui est très ouvert et qui accueille beaucoup de nouveaux arrivants aussi, venus notamment, pas que, mais notamment de Paris. Voilà, donc, et qui amène aussi cette énergie d'une grande capitale. Et finalement, ces talents que souvent on trouve dans les capitales, mais qui ici on trouve dans une grande métropole de l'Ouest. Je pense que ça joue, vraiment. Il y a un terreau politique aussi, à tous les échelons, que ce soit l'échelon de la ville, de la métropole, du département et de la région, qui est à l'écoute sur ces sujets et qui est à cette écoute depuis longtemps. J'allais dire, quelles que soient les couleurs politiques. Donc ça, c'est vrai, ça reste vrai, et j'espère que ça va le rester vrai, même s'il y a aussi, là aussi, je parlais de compétition dans le monde de l'entreprise, mais il y a aussi des compétitions politiques ou des combats selon les cas. En tout cas, voilà, je trouve que ce territoire, cette métropole, coche un certain nombre de cases. Il y a un esprit d'entreprendre, il y a du financement,
Il y a des ressources naturelles, voilà. Il y a la mer, il y a un fleuve, il y a une agriculture qui est dynamique, une agriculture biologique qui est très dynamique, ici aussi. Donc je sais que tout ça, ça fait beaucoup de choses, mais à Nantes, quand je dis il y a un terreau humaniste, en fait, il y a tout ça, quoi. Et donc, pour moi, ça fait de Nantes une ville très intéressante dans laquelle développer des projets d'entrepreneuriat à impact positif. D'accord. Et alors, j'aime bien terminer ce podcast par quelques questions justement sur Nantes. Toi, à titre personnel, du coup, qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes ? Ce que j'aime faire à Nantes, j'aime faire du vélo. Voilà. Je suis à vélo souvent. Je marche aussi beaucoup. J'aime sillonner les rues de cette ville, les bords d'eau notamment. Pas Bordeaux la ville, mais les bords de l'eau. Que ce soit la Loire ou tous les autres, la Sèvre, l'Erdre évidemment. J'habite pas très loin de l'Erdre. C'est une ville qui est belle, voilà, l'élément eau y est très présent. Il y a aussi toute la diversité de la végétation. Je suis toujours en admiration devant les hérons cendrés, voilà, qui nichent sur l'île de Versailles ou sur les bords de l'Erdre. J'aime beaucoup ce contact avec la nature au sein d'une ville. Je trouve ça très très important d'être dans une atmosphère urbaine et dans ce bouillonnement de créativité. Et donc j'aime aussi beaucoup, même si j'ai de jeunes enfants, donc j'y vais un peu moins, là j'y reviens, le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma, j'aime la musique notamment un peu indé, rock et électro. Donc voilà, il y a une scène nantaise et des événements nantais qui s'y prêtent. Tu penses à quel événement en particulier ? Plus qu'à des événements, je pense à des lieux qui sont pas... j'aime bien la Bouche d'Air, j'aime bien Stéréolux. Si, événements, j'adore Scopitone. Franchement, Scopitone, ça déchire. Je trouve qu'en termes de créativité, ce truc est complètement barré, c'est génial. Donc j'aime beaucoup Scopitone, j'aime beaucoup les Utopiales, même si je pense qu'elles peuvent aussi se réinventer. Je dis ça avec bienveillance, évidemment. Je suis fan d'anticipation, donc voilà, j'aime beaucoup ça. Puis à Nantes, tous les petits bars, les restos, les libraires qui ont besoin d'être soutenus, qui font un travail formidable. J'adore la librairie des Bien-Aimés, mais c'est pas la seule, les Enfants Terribles. Puis il y en a plein d'autres, quoi. Voilà. Il y a pas mal d'ingrédients. J'allais justement te demander si tu avais une adresse fétiche à nous conseiller qu'on pourrait redécouvrir à l'issue de ce confinement. Je suis peut-être pas le meilleur conseil parce que cette année je suis moins sorti, ayant beaucoup de boulot et puis avec le confinement. Alors je vais essayer de puiser dans mes souvenirs. Si, côté libraire, je l'ai dit, les Enfants Terribles et les Bien-Aimés, c'est déjà pas mal. Ça, on a puis Durand, ça reste une institution, mais on est toujours bien accueillis, donc ça c'est chouette. Côté resto, j'aime bien les Ardoises. Qu'est-ce que j'aime bien également ? J'aime bien tout ce qui se passe dans la rue Saint-Léonard. J'aime bien tout ce qui se passe aussi du côté de l'Erdre. J'aime beaucoup quand ils ont lieu les rendez-vous de l'Erdre. Cette grande fête populaire et jazzy, voilà, ça c'est top. Et la librairie mystérieuse aussi, je parlais de libraire, pour ceux qui aiment la BD, rue de la Paix. Voilà, ça c'est pas mal. Et puis surtout, je pense que c'est une ville où on peut se risquer tout simplement, on peut tenter des choses, faire confiance, voilà. Et de fil en aiguille, demander un conseil à quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui connaît une bonne adresse ici. Eh ben, écoute, merci beaucoup Walter, en tout cas pour cet échange très inspirant. Avec plaisir. Et puis je te souhaite une belle journée, une belle continuation avec ce beau projet d'Openland. Merci à toi aussi. Bon vent. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si vous souhaitez contacter Walter ou les équipes d'Openland, eh bien sachez que vous pouvez le faire en vous rendant directement sur leur site openland.co ou sur les réseaux sociaux et la page LinkedIn d'Openland. Si le podcast vous plaît et que vous voulez soutenir cette initiative, eh bien, sachez que vous pouvez en parler autour de vous ou me laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur iTunes et ICO, ça m'aide beaucoup. Enfin, pour suivre l'actualité de Rayonnante, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram, le compte Facebook et Twitter du podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.